Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous nous regardez sur YouTube, sur notre site internet, sur votre Freebox et peut-être bientôt sur la TNT francilienne. Et comme nous ne pouvons compter ni sur le Père Noël ni sur les milliardaires, soutenez notre campagne de fin d'année en faisant un don sur campagne.lemediatv.fr. Et vous avez été nombreux à le faire et nous vous en remercions chaleureusement. Malheureusement, nous sommes encore loin des 150 000 € dont nous avons besoin pour 2026. Pas de panique, il vous reste encore 48 heures pour nous aider. On compte sur vous. Au sommaire de cette édition, les livres de droite et d'extrême droite se sont très bien vendus en cette fin d'année. Comment l'interpréter ? Est-ce parce que la société penche à droite ou est-ce parce que les éditeurs sont réactionnaires ? On a posé la question au politologue Christian Lebart. Sa réponse dans quelques minutes. On parlera également de la mort de Brigitte Bardot et de ce que chacun voudra bien retenir d'elle. Aux médias, ce sont surtout ses sorties xénophobes et anti-féministes. Et puis dans l'actualité internationale, Benjamin Netanyahou rencontre Trump ce jour pour évoquer la deuxième phase du soi-disant plan de paix à Gaza. Une vaste blague où quand les deux hommes responsables du génocide gazaoui discutent entre eux de l'avenir des civils palestiniens. C'est parti. Nous sommes le lundi 29 décembre. Bonne fête de Noël à celles et ceux qui l'ont célébré. Et si l'on en croit notre petit doigt, mais surtout les chiffres sous les sapins cette année, il n'y avait pas que des chocolats et des pulls moches. Non, il y avait aussi, et en bonne place, des livres de droite et d'extrême droite. Beaucoup de livres. Certains les ont demandés au Père Noël, d'autres se les sont offerts eux-mêmes. Et ce ne sont pas des impressions. Les ventes sont là pour le confirmer. Prenons quelques exemples. Journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, dont nous vous avons beaucoup parlé ici, s'est écoulé à près de 143 000 exemplaires. Le récit d'un ancien président qui raconte l'horreur de 3 semaines passées derrière les barreaux avec garde du corps, yaourt et papier toilette à volonté. Dans un autre registre, Populicide de Philippe de Villiers, au titre aussi alarmiste qu'évocateur, dépasse les 160 000 ventes. Ajoutons à cela le livre de Jordan Bardella, Ce que veulent les Français, un titre audacieux puisque lui apparemment le sait. En tout cas, des centaines de milliers de personnes y ont cru et ont surtout mis la main au portefeuille pour financer le patron du Rassemblement national. Mais soyons clairs, acheter un livre ne signifie pas forcément l'avoir lu, ni encore moins en partager les idées. Cadeau de Noël ne vaut pas adhésion politique. Mais tout de même, les faits sont là. Les ouvrages de droite et d'extrême droite se vendent très bien. Sur le site de la FNAC, dans le top 10 des ventes de livres politiques français en cette fin d'année, 7 auteurs sont classés à droite ou à l'extrême droite. Alors difficile de faire comme si cela n'avait aucune signification. Certains y verront la preuve d'une droitisation de la société française. Et il est vrai que l'idéologie identitaire connaît un regain spectaculaire dans les discours politiques, bien sûr, mais aussi, et c'est plus inquiétant, sur les plateaux télé et les commentaires présentés comme neutres. Mais attention aux conclusions hâtives. Comme le rappelle le politologue Christian Lebart, ce n'est pas parce que l'extrême droite vend qu'elle gagne idéologiquement partout. Il y a d'autres raisons, dont la stratégie médiatique. Explication. L'hypothèse d'une droitisation de la société française qui se reflèterait dans la liste des best-sellers n'est pas une hypothèse sans intérêt, on peut l'examiner, mais il faut quand même commencer par dire que les livres dont nous parlons là ont un point commun, c'est qu'ils sont tous publiés aux éditions Fayard, qui relèvent du groupe Bolloré. Ils ont tous été très largement médiatisés, parfois jusqu'au matraquage, par les points relais, les médias Bolloré. Et tout ça contribue évidemment, un peu sur le mode de la prophétie autocréatrice, à produire une impression de best-seller, ou en tout cas de donner à voir que ces médias sont, que ces livres sont d'évidence attendus par le public, ce qui pourrait être discuté évidemment. Je rappelle qu'on
Voilà, c'est une vieille stratégie de la part des éditeurs que j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre économique, hein, que de proclamer le succès en librairie, alors même qu'on confond par exemple placement en librairie et chiffre de vente. Voilà, bon, c'est du bluff, ça peut fonctionner. En matière d'édition commerciale, ça peut fonctionner. Quand on parle du champ politique et quand on parle des effets politiques des livres, évidemment, faut quand même toujours avoir ça en tête, hein. Donc, ce sont des chiffres à manier avec prudence. J'ai envie de dire, il y a aussi une autre donnée qui joue, c'est une donnée de conjoncture, c'est-à-dire que parmi ces livres, il y a évidemment celui de Nicolas Sarkozy, qui renvoie une actualité que tout le monde a en tête, qui est quand même très particulière, c'est un président de la République en prison. Et puis, il y a celui de Jordan Bardella, qui renvoie aussi à une focalisation extrême sur sa personne, pour une autre raison, qui tient à la rivalité avec Marine Le Pen, dans un contexte où le RN est quasi donné gagnant à la prochaine présidentielle. Donc, c'est des éléments de conjoncture voilà, qui expliquent que la focale soit sur ces personnalités-là, et que donc tout ce qu'ils peuvent écrire ou publier, ou faire écrire et publier sous leur nom, est très, très attendu. Donc, il faut garder la tête froide par rapport à cet élément de conjoncture, je dirais. Et est-ce que ceux qui ont acheté le livre de Philippe de Villiers, par exemple, vont voter pour lui s'il se présente? Pas si sûr à en croire Christian Lebart. Écoutez-le. On peut faire un lien entre présence en librairie et ce qu'on peut appeler présidentialité. C'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où quelqu'un est très présent en librairie, à partir du moment où quelqu'un attire l'attention des électeurs, des lecteurs donc pour l'instant, mais aussi des commentateurs, des médias, etc., à partir du moment où il y a donc ce qu'on appelle de la visibilité médiatique, eh bien, on rentre dans le petit monde des personnalités politiques dont on parle et autour desquelles peut se construire une équation de présidentialité ou de présidentiabilité. Mais de là à tirer des conclusions sur des résultats électoraux, à une élection au suffrage universel direct, c'est extrêmement, extrêmement risqué. Dans le meilleur des cas, on parle de quelques centaines de milliers d'exemplaires vendus, ce qui est considérable d'un point de vue de marketing éditorial, mais ce qui reste dérisoire d'un point de vue de performance électorale. J'ajoute que le succès de ces livres tient aussi pour partie à leur dimension, je dirais volontiers pamphlétaire, hein. On se souvient des succès en librairie d'Éric Zemmour, et que les conditions pour attirer l'attention du lecteur sont pas les conditions qui permettent d'attirer l'attention de l'électeur, hein. On l'a bien vu à travers la trajectoire d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Le succès de librairie témoignait d'une curiosité, d'un certain goût pour le pamphlet, pour l'outrance, pour ces fameuses vérités que personne n'ose dire, etc. Au moment de passer à un autre exercice qui est l'incarnation de la fonction, par exemple, présidentielle, là, on voit bien que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. On a donc la réponse. Ceux qui vont acheter le livre de Jordan Bardella ne vont pas forcément voter pour lui. Ouf. On laisse en liberté 10 000 étrangers dangereux sous OQTF. C'est la sortie du jour d'un député. Et il est socialiste, vous avez très bien entendu. Il s'appelle Philippe Brun, il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Et sur les antennes de Bolloré, une actu tourne en boucle. L'homme soupçonné d'être l'auteur des agressions au couteau dans le métro parisien il y a quelques jours était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis cet été. L'homme était pourtant français, avec un passeport, et l'OQTF est une procédure qui ne peut normalement pas viser le ressortissant français. Également, sa dernière garde à vue a été levée en raison de son état de santé jugé incompatible. Des troubles psychiatriques ont été relevés, pouvant peut-être expliquer pourquoi l'homme n'a jamais fait état de sa nationalité française aux autorités ces dernières années. Le suspect est actuellement au sein d'une infirmerie psychiatrique, c'est ce qu'a précisé BFM. Mais la machine est déjà lancée. Il n'en fallait pas plus pour relancer le fameux débat immigration, dangerosité. Et l'élu socialiste a fait une sortie qui interroge. Je vous laisse l'écouter. À quoi ça sert que ce soit monté plus 10 ou augmenté? Le problème, c'est qu'il y a des gens dangereux qui restent sur le territoire français, qui n'ont rien à y faire. On passe notre temps à embêter des gens qui, eux, travaillent, sont bien intégrés, ont un logement, une famille, des enfants qui travaillent bien à l'école, et on décide de laisser en liberté. Il y en a 10 000 aujourd'hui, il y en a 10 000 étrangers dangereux qui n'ont
qui ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et il n'y a pas d'expulsion, pas d'éloignement. Moi, je dis, ministre de l'Intérieur, il doit se concentrer sur ces 10 000-là. Il doit négocier avec les pays d'origine. Ce que vous dites, c'est en attendant l'expulsion, est-ce qu'il ne faut pas les mettre hors d'état de nuire, les enfermer? C'est ce que souhaite une partie des Français aujourd'hui. Et puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on n'enferme pas quelqu'un sans raison. Si ce monsieur est dangereux et qu'il a commis un certain nombre de méfaits, eh bien, il doit être emprisonné. C'était le cas avant. Bien, s'il est libéré, il faut des mesures d'accompagnement et de surveillance. S'il est particulièrement dangereux, il était assigné à résidence. Quel a été le contrôle de son assignation à résidence? Bref, si ce monsieur était dérangé psychologiquement, il doit y avoir un suivi. Est-il normal qu'on laisse ces 10 000 étrangers qui ont commis un trouble à l'ordre public, qui sortent de prison, qui sont des gens dangereux, est-il normal qu'on les laisse sur le territoire français, qu'on ne les expulse pas? Quand dans le même temps, les expulsions qu'on fait, c'est des braves familles de gens qui travaillent dur. Moi, je dis aujourd'hui, la politique d'immigration, elle marche sur la tête. Les gentils et les méchants étrangers. Rappelons qu'ici, à ce stade des vérifications, rien ne permet de remettre en cause le fait qu'ils soient français. C'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur à France Télévisions. L'homme a été naturalisé français en 2018 et il était déjà connu de la justice. Mais la radio de Bolloré RTL n'a pas précisé cette information aux députés. Pendant des années, l'administration est passée à côté de sa nationalité française. La difficulté est que jusqu'alors, cette personne n'avait pas de document. Il était difficile pour nous de dire qu'il était possiblement de nationalité française. C'est ce qu'a expliqué Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur sur RTL, qui a ajouté « Il n'a à aucun moment évoqué cette nationalité dans les différentes procédures auxquelles il a été confronté. » Mais est-ce que c'est sa nationalité ou l'origine qui est au cœur du sujet? Tout d'abord, on va le rappeler, être sous le coup d'une OQTF ne veut pas dire être un individu dangereux ou délinquant. L'OQTF est simplement un statut administratif. Ce n'est pas un jugement pénal. Le fait d'enfermer des personnes étrangères car potentiellement dangereuses alors qu'un parcours judiciaire existe met en alerte les professionnels du droit. Effectivement, l'appréciation de la notion de dangerosité qui est en référence à la notion de menace à l'ordre public, elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce que la notion de menace à l'ordre public aujourd'hui, elle n'est pas définie juridiquement. Et on a parfois, justement, à ces fameuses audiences JLD, la préfecture qui nous explique qu'un étranger qui a pu faire une garde à vue présente une menace à l'ordre public, alors même que cette garde à vue n'aurait pas forcément eu de suite, il n'y aurait pas forcément eu de parcours pénal subséquent. Donc c'est extrêmement inquiétant et surtout ça nous pose aussi la question de savoir quels sont vraiment les objectifs. Est-ce que c'est d'éloigner des personnes ou est-ce que c'est de proposer une forme de double enfermement pour des personnes qui auraient déjà été condamnées par la justice? Ces personnes-là, on le rappelle, sont effectivement condamnées pas à l'issue d'une audience pénale. Elles sont enfermées parce qu'étrangères et parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour en cours de validité au moment de cet enfermement. Puis malheureusement, on va devoir le rappeler, à l'aube de 2026, il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance. Les étrangers représentent en France 7% de la population totale, mais 23% des individus sont en prison. Peut-on pour autant en conclure que les étrangers sont plus délinquants que les Français? La réponse est non. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les statistiques sont faussées. Tout d'abord, plusieurs études montrent que les personnes noires et arabes sont plus contrôlées par la police et donc plus arrêtées. Ensuite, des études menées par le précédent défenseur des droits, Jacques Toubon, montrent qu'une fois devant le tribunal, à profil égal et délit égal, les étrangers ont plus de risques d'être condamnés et les peines dont ils écopent sont beaucoup plus longues. Clément Viktorovitch est allé plus loin. Il s'est penché sur les travaux du CEPI. C'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale. C'est un organe rattaché directement à Matignon. Je vais le citer. 2 chercheurs du CEPI, Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherche internationale sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion est sans appel. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur l'indélinquance. Qu'un socialiste dise « on laisse en liberté 10 000 étrangers dangereux sous OQTF » sur une chaîne Bolloré n'est pas anodin. Europe 1 en fait son titre, les amalgames se multiplient, la focale
se resserre. Le sujet, ce n'est plus un homme qui a violenté des femmes, mais un soi-disant étranger, ici même pas, qui est violent. Et surtout, l'aspect psychiatrique est totalement omis dans cette affaire. N'oublions pas que l'individu est aujourd'hui en infirmerie psychiatrique. Alors les Français blancs qui agressent ne font pas les gros titres, ont mis en lumière des faits divers qui appuient notre thèse. C'est un biais de confirmation qui ne s'appuie sur rien factuellement. Chez les socialistes en interne, on s'interroge sur la source des 10 000 dangereux. Un socialiste a réagi à cette sortie pour nous. Regardez. Il y a des OQTF pour troubles à l'ordre public, qui peuvent viser des ventes à la sauvette ou une conduite sans permis, comme des violences graves. Mais pour le coup, elles font l'objet de mesures d'expulsion dans les consignes ministérielles. Le problème, c'est plus généralement la capacité d'exécution de ces expulsions. Ce qui est vrai par ailleurs, c'est que la majorité des OQTF visent des familles et sont donc absurdes. Alors la position officielle du PS est « on défend l'état de droit RAS ». Il n'y a pas à discuter, débat inutile, il n'est pas expulsable. S'il a un passeport, tout OQTF est nul et non avenu. C'est ce que nous a précisé un cadre socialiste. Contacté dans la journée, Philippe Brun, malheureusement, ne nous a pas répondu. Brigitte Bardot est morte à 91 ans. Inutile de rappeler sa biographie, elle est connue de tous depuis l'annonce de sa disparition. Hommages et images d'archives saturent les médias et les réseaux sociaux. De l'autre côté de la Manche, la BBC la résume en une formule flatteuse. La bombe blonde qui a révolutionné le cinéma dans les années 50. C'est peut-être vrai, mais c'est très incomplet. Bardot a quitté les écrans dès les années 70 pour se consacrer à la défense de la cause animale. Un engagement souvent salué, qu'elle résumait ainsi « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux ». Alors mettre sa notoriété au service d'une cause est en soi très respectable, mais chez Brigitte Bardot, cet engagement a rapidement servi de paravent à toute autre chose, une obsession xénophobe, islamophobe et réactionnaire, parfaitement alignée avec l'idéologie de l'extrême droite, ses grands copains. Car Bardot ne s'est jamais contentée de défendre les animaux. Elle a aussi et surtout multiplié les déclarations stigmatisantes contre les musulmans, les étrangers, sous couvert de dénoncer l'abattage rituel. Elle lançait « On nous égorgera un jour ». Elle parlait des habitants de La Réunion comme d'autochtones aux gènes de sauvages. S'indigne également de voir des clochers remplacés par des mosquées. Elle a d'ailleurs été condamnée pour incitation à la haine. Brigitte Bardot était finalement une frontiste assumée. Elle a soutenu Jean-Marie, puis Marine Le Pen, qualifiant cette dernière de Jeanne d'Arc du XXIe siècle. Son dernier mari était d'ailleurs Bernard Dormal. Il était un proche historique du FN. Parler d'un simple flirt entre Bardot et l'extrême droite relève de l'euphémisme. Ce fut une longue et solide histoire d'amour. Et le tableau serait incomplet sans évoquer son antiféminisme. Celle que certains continuent de présenter comme une icône de l'émancipation des femmes a tenu des propos d'une violence sidérante. Je vais la citer. « Je trouve qu'une femme doit rester une femme car elle est plus vulnérable ». Ou encore, alors qu'on était en plein mouvement MeToo, elle disait « Pendant les tournages, j'adorais qu'on me mette les mains aux fesses. Il y a beaucoup d'actrices qui font les allumeuses avec les producteurs afin de décrocher un rôle. Ensuite, pour qu'on parle d'elles, elles viennent raconter qu'elles ont été harcelées. » Alors, mépris des violences sexuelles, défense de l'ordre patriarcal, haine de l'étranger, merci bébé. Et n'oubliez pas, elle n'était pas une figure complexe ou ambiguë, comme certains veulent nous le faire croire. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait, sans détour. C'est peut-être ça, sa qualité. Nous dirigeons-nous vers la fin de la guerre en Ukraine? C'est en tout cas ce que semble affirmer Donald Trump. Le président américain a rencontré hier Volodymyr Zelensky en Floride pour discuter du plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine, dévoilé mercredi dernier. Les discussions auxquelles participaient des chefs d'État, dont Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, semblent donc avoir porté leurs fruits. Les États-Unis auraient proposé à l'Ukraine, je cite, des garanties de sécurité solides pour 15 ans. Proposition réaffirmée par le président ukrainien qui explique de son côté que 90% du plan de paix américain en 20 points était
approuvé à ce stade. On le rappelle, ce plan comprend de nombreux points sur la reconstruction du pays, sur la reconnaissance de sa souveraineté, sur la possible intégration de l'Union européenne et de l'OTAN et sur le gel de la ligne de front ou encore la mise en place de nouvelles élections présidentielles en Ukraine. Et Donald Trump s'est exprimé à la suite de cette réunion. Je vous propose de l'écouter. Comme vous pouvez le savoir, j'ai eu un appel très constructif pendant plus de 2 heures avec le président Poutine. Nous avons discuté de plusieurs points. Et je suis persuadé que nous sommes proches, très proches d'un accord. Notre réunion a été excellente. Nous avons couvert environ 95%. Bon, je ne sais pas quel pourcentage exactement, mais nous avons fait de nombreux progrès pour mettre fin à cette guerre, qui est vraiment, sans aucun doute, la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est probablement la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. Le cessez-le-feu aurait donc presque été atteint. Mais des incertitudes restent pour Volodymyr Zelensky. Ce dernier dénonce l'attitude de Vladimir Poutine ainsi que la poursuite des bombardements et des destructions qui ne correspondent pas aux propos pacifiques tenus auprès de son homologue américain Donald Trump. Interrogé aujourd'hui sur l'accord de cessez-le-feu, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a pour autant réaffirmé que les pourparlers en sont à leur phase finale. Enfin, en réponse à la volonté de Volodymyr Zelensky de voir de nouvelles discussions sur la question, Emmanuel Macron a répondu. Il a annoncé cette nuit la tenue d'une nouvelle réunion entre membres volontaires. Ce sera en début juillet. Affaire à suivre. Après Zelensky, c'est au tour de Benjamin Netanyahou d'être reçu en Amérique. Donald Trump a reçu le chef d'État israélien pour discuter cette fois-ci de la deuxième phase de la trêve à Gaza. C'est la 5e rencontre entre les deux chefs d'État depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Rencontre qui a été autorisée entre autres par le gouvernement français qui a permis à l'avion du Premier ministre israélien de survoler le territoire français alors que ce dernier est la cible d'un mandat d'arrêt international. Les discussions de la journée doivent aborder la deuxième phase du soi-disant plan de trêve à Gaza qui prévoit le désarmement du Hamas, un retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, ainsi que la mise en place d'une autorité de transition. Alors le gouvernement israélien tente de ralentir le processus, bien évidemment, et met en avant des inquiétudes sur la reprise du programme du nucléaire iranien, sur l'importance du désarmement du Hezbollah libanais ou encore sur sa présence en Syrie. Et cette rencontre intervient au moment où un nouvel épisode de dépression météorologique va frapper la bande de Gaza. Des violentes intempéries marquées par de fortes pluies et des vents glaciaux frappent actuellement le territoire. Mi-décembre, les intempéries avaient déjà affecté 235 000 personnes, détruit 17 bâtiments et endommagé 42 000 tentes ou abris de fortune. 18 personnes avaient par ailleurs perdu la vie à cause de ces précipitations et des conditions de vie très très précaires. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Flash Info. Je vous rappelle, nous lançons notre grande campagne de dons 2025. Et comme chaque année, on ne peut compter ni sur le Père Noël, ni sur aucun milliardaire. Alors soutenez notre campagne de fin d'année en faisant un don sur campagne.lemediatv.fr. Et vous avez été nombreux à le faire et nous vous en remercions chaleureusement. Malheureusement, nous sommes encore loin des 150 000 € dont nous avons besoin pour continuer nos émissions en 2026. Mais pas de panique, il vous reste encore 48 heures pour nous aider. Alors on compte sur vous.